Bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, avec M. Chardon, aujourd'hui, on va poursuivre les démarches paysagères en Beaujolais, en vous présentant du coup la charte Bien construire avec Art de Ré. C'est une charte qui est en cours de finalisation. On a démarré en 2019. Elle a quasiment, on va dire, 16 mois, 18 mois de travail. Et on va la présenter sous peu à l'ensemble de la commission d'urbanisme de l'intercommunalité dans une quinzaine de jours. Avant de rentrer dans la présentation, moi je voulais juste vous poser un peu rapidement un contexte de la charte du paysage et du cadre de vie. Voilà. Parce que pour nous, en fait, construire, c'est s'inscrire dans une démarche de projet personnel, mais aussi projet de territoire, donc projet collectif qui s'attache, on va dire, à la qualité de vie de tous. Et par conséquent, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Samuel Lorraine, et c'est aussi ce qu'ont évoqué M. Pacou et Bertrand Gérard, c'est que le carnet de territoire, il faut qu'il se poursuive dans les outils opérationnels. Et nous, on l'a pris sur un outil, on va dire, de prise en compte du paysage dans l'urbanisme communal sous l'angle du bâti. Et ça, c'était important aussi de voir cette déclinaison-là, parce qu'on parle du paysage, c'est la trame de fond. Mais il y a aussi, on va dire, le quotidien. Et le quotidien, c'est aussi la construction. Donc voilà. Ça, c'est un peu notre point de départ pour amorcer cette charte, parce qu'il fallait qu'on la positionne dans le panel des référentiels. Et ça, c'est ce que on verra. Pour présenter cette charte, on va la prendre sous 4 questions. La question du pourquoi, qu'est-ce qui a engagé, qu'est-ce qui a motivé, on va dire, l'intercommunalité à aller dans ce sens-là. Il y a la question du pour qui, donc à qui elle s'adresse. La question du comment on l'a construite avec les élus et comment on l'a construite avec les partenaires avec qui on travaille habituellement. Et puis enfin, la forme qu'elle prend pour pouvoir, entre guillemets, être manipulée facilement au quotidien par les différents acteurs de ce travail. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Gérard Chardon, on m'a présenté. Donc, vice-président de la communauté de communes Beaujolais-Pierre de Ré, communauté de communes de 52 000 habitants, qui n'a pas la compétence actuellement pour l'urbanisme, mais qui est prestataire pour 22 communes sur 32, prestataire de services, et pour les 10 autres qui ont un service plus autonome, font parfois appel aussi à notre service interne. Tout d'abord, en préambule, cette idée de charte a été évoquée lors d'une réunion aux alentours des années 2017, fin 2017, une première fois au cours d'une commission urbanisme. Et ce travail a nécessité qu'on prenne bien en compte les valeurs de notre territoire. C'est pour ça qu'on a fait appel à l'époque au CAUE. Et le temps d'échanger avec les services du CAUE, nous avons pu démarrer en 2019 ce travail de fond. Donc, au départ, on était parti sur une charte plutôt paysagère, mais le terme existait déjà au niveau du syndicat mixte du Beaujolais. Donc, très vite, on est parti sur l'idée d'une charte qualité du cadre de vie. Je trouve que ça répond bien à la problématique de ce matin. Voilà, donc ce travail, bien sûr, s'est articulé avec celui du syndicat mixte qui a déjà rédigé une charte, comme je le disais précédemment, et aussi qui travaille maintenant sur le Beaujolais viticole, sur les coteaux. Donc, notre action au niveau de l'urbanisme, on en a parlé au moment de l'élaboration du mémoire du PAH. On a travaillé, on a fait différentes réunions de travail à ce sujet. Et dès lors, on l'a évoqué avec les personnes qui rédigeaient cette charte et ça a été inscrit dans le mémoire du PAH. Et c'est un objectif qu'on est bien sûr obligé d'atteindre, mais on est sur le point d'y arriver puisque la présentation va se faire très prochainement. Alors, pourquoi cette charte? Alors, notre territoire s'inscrit
notre territoire s'inscrit entre la communauté d'agglomération de Villefranche et la métropole de Lyon. Donc sur les communes les plus au sud et à l'est, on a une très forte pression foncière qui arrive maintenant sur le côté ouest de notre communauté de communes, avec néanmoins deux bassins de vie, c'est la vallée de la Saône et la vallée d'Azergues. Les pressions sont quand même moins fortes sur la vallée de l'Azergues actuellement encore. Alors, face à cette pression, on a souhaité concilier l'accueil des populations, parce que les SCOT, les PLU en place autorisent, notamment pour les communes où il y a la plus forte pression, autorisent des droits à construire. Et donc on ne peut pas revenir là-dessus. Donc accueil de nouvelles populations, d'activités, et la volonté de maintenir un cadre de vie qui est, alors, on est un petit peu chauvin, mais relativement exceptionnel néanmoins. Alors, pour ce faire, la collectivité a souhaité se doter d'un outil, de cette charte, pour l'aider dans la décision, l'accompagner dans le développement urbain de ce secteur, que ce soit au niveau des évolutions qu'on doit vivre et gérer, c'est la transition énergétique, transition écologique, c'est aussi l'espérance de vie qui augmente et la diversification au niveau des parcours résidentiels. Tout ça est à prendre en compte, mais avec une volonté et des enjeux de concilier cet accueil tout en préservant ce cadre de vie qui, comme je le disais, est un petit peu exceptionnel avec le secteur des pierres dorées. Alors, à qui s'adresse finalement ce document? C'est vous, Mathieu, qui allez nous répondre. Je vais juste compléter peut-être le propos, parce que pour nous, CIE, c'était aussi important qu'on décline vraiment cet outil-là sur la question de l'habitat. En fait, on a plein de l'habitat. Parce que pour nous, l'habitat, c'était quand même 80% de l'impact sur le paysage. Et puis c'est aussi du quotidien que gèrent les services des communes. Donc c'était vraiment un point sur lequel on voulait prendre. Et on l'a, entre guillemets, aussi volontairement, dans sa déclinaison opérationnelle, proposé une évolution souhaitable des tissus dans l'enceinte des enveloppes urbaines. Ça, c'est aussi important, c'est là qu'on est, par défaut ou par volonté, on exclut, ou on a exclu dans notre réflexion le développement de l'étalement urbain, parce que justement, ça ne va pas dans le sens de la transition et ça ne va pas dans le sens du respect du paysage. Donc, tous ces pseudo-tissus ou ces morceaux de projet qui encouragent le mitage ont été, entre guillemets, certes compris, analysés, mais à la fois on a essayé de dire en quoi ils dysfonctionnaient et pourquoi il fallait peut-être plus les prolonger dans le temps. Donc voilà. Ça c'était pour compléter, c'est vrai que c'est important parce que c'était aussi un autre préambule, un autre préalable au travail qu'on a mis. Alors, à qui elle s'adresse? Je vais du coup passer la parole à M. Charles. Ah bon, je fais tout faux. Oui, donc avec une vision qualitative et partagée, on souhaite qu'elle s'adresse à l'ensemble des acteurs tels que les communes, la communauté de communes, le SCOT un petit peu pour notre secteur, afin que tous les élus puissent intégrer dans leur document d'urbanisme ces objectifs énoncés, que ce soit lors des révisions de PLU, que ce soit lors de révision du SCOT, après que ce soit au niveau des communes sur leur réflexion au quotidien sur l'urbanisme. Alors, ça s'adresse aussi, et bien sûr, aux services, les institutions qui coordonnent les opérations d'urbanisme, qui s'appuient sur ces recommandations, que ce soit au niveau de l'ADS, que ce soit au niveau des études, quelles qu'elles soient, par rapport aux documents d'urbanisme. Les professionnels de l'aménagement et les particuliers, c'est un outil qui est un support de sensibilisation, aussi pour les jeunes publics et aussi les enseignants. C'est
expliqué aussi tout à l'heure au niveau de nos paysages. Ben, cet outil, c'est que il est destiné à tous les acteurs pour qu'ils puissent s'approprier ces données pour développer leur projet, quel qu'il soit. Et je dirais que ça va du particulier qui lance qui a en tête un projet de construction, d'aménagement, parce que l'aménagement c'est aussi important. On voit des choses qui sont un peu disgracieuses dans le paysage, il faut essayer d'y remédier. Dans des grosses maisons qui se découpent, des fois c'est pas toujours très réussi. Et c'est aussi dans le paysage, même si elles sont là depuis un siècle ou un plus. Donc un outil avant tout d'aide, un outil qui ne pourra pas être intégré directement dans nos documents d'urbanisme parce qu'il faut passer par une révision. Et puis un outil qui nous servira demain ou après-demain pour nos futurs PLUI si on décide d'aller dans ce sens, sachant qu'on a encore un petit peu de latitude pendant ce mandat en cours. Mais bon, vraisemblablement, les choses évolueront et tout ce qui a été écrit pour la qualité de notre territoire, la qualité paysagère, la qualité de notre cadre de vie doit être, je dirais, un élément, un début à une action peut-être plus commune au niveau du traitement d'urbanisme. Et donc cet outil répond à la question qui a été posée tout à l'heure, en fait, d'articulation des échelles, de traduction en fait, opérationnelle, par exemple à l'échelle du projet en fait, pour en particulier. Alors, là, je le disais, c'est pas un outil qui oblige, c'est un outil qui préconise et après qui aide et chacun prend ce qui lui semble le plus intéressant, mais au niveau de l'urbanisme, ce qui est important au niveau du traitement des autorisations de droit des sols, c'est que nos agents puissent conseiller. Et je pense que c'est un premier pas vers des choses plus rationnelles, tout au moins qui préservent notre qualité de cadre. Alors comment vous êtes arrivé en fait à faire tout cela? Alors, la difficulté, c'est qu'il y avait beaucoup de référentiels. Et du coup, il fallait, entre guillemets, repositionner ces documents-là à la bonne place pour que du coup, il trouve son existence et qu'il ait sa valeur ajoutée. Comme l'a dit M. Chardon, ce document-là, il n'a pas vocation à remplacer les documents d'urbanisme, il a plutôt vocation à les compléter sur certaines règles ou certaines approches, que ce soit à l'échelle du SCOT ou à l'échelle même des PLU, en mode plus opérationnel. Et du coup, l'idée, c'était pour que ça, entre guillemets, que ça puisse marcher au niveau du particulier, on va dire du petit, on va dire ça comme ça. Il fallait que ça se mette à l'articulation entre la stratégie de planification, donc ça relève d'une ambition publique, d'un projet de territoire, que ça, qu'une commune peut porter, et ça doit s'articuler du coup avec l'acte de construire, qui lui est porté par tous. Donc vous, moi, voilà, qui est en mesure de construire sa maison, ou de faire une opération de quelques logements, ou un peu plus. Voilà. Et ça, c'était important qu'à un moment donné, on soit à ce nœud-là, pour pas, entre guillemets, louper le coche. C'est pour que ça soit un élément qui soit fonctionnel, opérationnel, il était pour nous important qu'il donne des préconisations, mais aussi qu'il exprime les fondements de ces préconisations, pour que chacun les comprenne, et si elles sont comprises, du coup elles sont portées par tous. Ça paraît simple, mais c'est en même temps la réalité. Alors, il faut savoir expliquer, il faut savoir saisir des choses. Et quand on les a compris, en général, ça se passe mieux. C'est le côté pédagogique. C'est le côté pédagogique, effectivement. Et comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas un élément réglementaire, c'est donc forcément un élément incitatif. C'est pour ça aussi que sa valeur pédagogique, elle est assez marquée et elle doit être assez forte pour qu'elle soit vraiment ancrée un peu dans nos gènes par défaut. Voilà. La deuxième approche qu'on a eue pour, entre guillemets, avoir un partage de tous, c'est effectivement la co-construction des objectifs. Et ça, on l'a mené d'abord avec les élus et les adjoints de l'urbanisme de l'intercommunalité sous deux ateliers participatifs. Donc le premier qu'on a appelé « Où construire ou ne pas construire », lui qui était plutôt sous un... On a pris l'option de faire un jeu de rôle en fait, sur la valorisation touristique du territoire. Et du coup, ainsi, à cette échelle-là, ça a permis de définir en fait des valeurs paysagères à préserver
Et ça a permis aussi de définir des stratégies de développement, d'accueil de nouveaux habitants, mais à l'échelle, on va dire, du territoire, et pas uniquement sur sa commune, individuellement. Ça, c'est le premier atelier. Deuxième atelier, on l'a appelé Comment construire. Et là, du coup, on a pris l'angle d'attaque d'une mise en situation en commission conseil en architecture et urbanisme. Donc, on a une petite séance de travail collégiale. Et là, on a à partir de permis de construire qui étaient sortis sur le territoire, on a essayé de définir des choix de projet. Alors là aussi, toujours pareil, à l'échelle du territoire, et de sortir des préconisations architecturales, urbaines et paysagères à l'échelle du bâti. Et ça nous a permis comme ça d'avoir un peu le panel d'action et de voir ce sur quoi il fallait insister, qu'il fallait entre guillemets marquer. Et ça, c'était nos deux ateliers qui ont donné les objectifs et la forme. Et puis l'autre approche, ou en tout cas l'approche complémentaire, c'est de travailler avec nos partenaires habituels. Donc du coup, ces éléments-là, ces objectifs-là, les préconisations, pour que ça soit toujours aussi porté et qu'il y ait une espèce de cohérence sur l'ensemble des avis qui peuvent être donnés, et ben du coup, on a travaillé avec le syndicat mixte du Beaujolais, qui a relu ces documents-là, qui a interagi dessus, pour entre guillemets confirmer à l'échelle SCOT qu'on ne disait pas trop de bêtises. Et on va dire décliner cette relecture-là aussi auprès des architectes des bâtiments de France, quand eux ils interviennent dans les périmètres protégés. Et puis on l'a aussi fait relire par les services instructeurs de l'intercommunalité, pour que eux qui sont, on va dire, dans l'analyse des permis au quotidien, puissent savoir s'il y avait des éléments qui leur manquaient, s'il y avait des outils qu'il fallait qu'on rajoute, savoir s'ils arrivaient à utiliser l'outil correctement, facilement, pour qu'à un moment donné, ça leur donne un argumentaire pour pouvoir, entre guillemets, confirmer un permis de construire ou infirmer et demander des pistes d'amélioration pour essayer, on va dire, de gérer une qualité de projet et une qualité de préservation du cadre de vie. On n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir un petit peu accélérer. Plus rapide. Après, c'est la question de sa forme. En fait, cette charte, on la présente sous 4 outils. On a voulu 4 outils complémentaires et itératifs. C'est important qu'ils se croisent et qu'ils se complètent. Et on les a organisés selon 2 parties. Alors ça reprend un peu la thématique du carnet de territoire, mais c'était aussi volontaire que les gens retrouvent cette structure-là. Il y a une espèce de hiérarchie comme ça dans les documents qu'on réalise et sur lesquels on amène une approche, on va dire, pédagogique, une sensibilité au grand public. Donc ces deux parties, c'est comprendre et agir. Et là, on a plutôt mis comprendre pour agir. C'est un peu toujours cette démarche-là. Et du coup, ces 4 outils-là, il y a 4, ils se déclinent, on va dire, de la grande échelle au projet de construction. Alors rapidement, du coup, je passerai sur les outils pour les présenter. Le premier outil, lui, il a été issu de l'atelier où construire ou ne pas construire. C'est du coup une carte qui, à l'échelle du territoire, permet d'identifier ce qui fait paysage et ce qu'il faut du coup préserver, protéger. Et ça, c'est né du coup voilà, de ce premier jeu où il fallait faire ressortir entre guillemets les coupures vertes qui protègent les communes, les silhouettes de village qu'il fallait préserver en termes de valorisation, en approche de la commune, les routes en balcon, les co-visibilités, tout ça. Tous ces éléments-là en fait sont ressortis de cet atelier-là et c'est des éléments pour nous qui constituent en fait la trame de fond. Et c'est un peu c'est la première étape en fait de la charte bien construire dans les plans de rue. Le deuxième outil, c'est l'ensemble des guides des unités paysagères, un peu à la manière du carnet de territoire. Le territoire de la communauté de communes de Beaujolais-Pierre-Doré a été on va dire, décortiqué en 4 unités de paysage. C'est pareil, ces unités-là sont ressorties du travail qu'on a fait en atelier pour construire ou ne pas construire. Et ça permettait comme ça de retrouver des singularités qui font corps et qui sont communes, et du coup de pouvoir après les analyser et en comprendre les dynamiques, comprendre les enjeux, et c'est aussi une manière de faire ressortir, on va dire, les objectifs de demain liés à leur transformation, qui sont soit ont été passés, ce qu'on connaît aujourd'hui, soit celles qui sont à venir demain. Rapidement, parce que pour nous ces guides ils sont quand même importants, c'est un peu la pièce maîtresse de la charte, ils font un peu l'articulation entre le grand territoire et le projet individuel, je dirais. C'est d'abord de rappeler sous couvert du carnet de territoire les lignes de force du paysage. On est allé de manière assez succincte dessus, on a fait plutôt une synthèse de ce qu'on pouvait faire ressortir via le territoire. C'était aussi pour montrer qu'on ne partait pas de nulle part.
on s'inscrit dans une série de documents qui existent déjà et on en prend les éléments qui nous intéressent et qui sont adaptés au sujet. Le deuxième élément qu'il propose de comprendre, c'est notre cœur de sujet, c'est le paysage bâti. Et du coup, ça, c'était la question en fait, de l'analyse des tissus, de leur richesse, de leur faiblesse, de leur contraintes d'évolution, leur souhait d'évolution, pour rester, on va dire, dans des enjeux de demain. Tout en, voilà, on a fait une espèce de... On a décortiqué. Alors, on a commencé par analyser les façons d'habiter le paysage. C'est les fameux typologies de villages qu'on a explorées. En fonction des unités de paysage, il y a des manières d'habiter le territoire qui ne sont pas les mêmes et qui génèrent du coup des positionnements ou des habitudes. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et on a fait une espèce de cartographie de ces villages-là. Dans ces villages-là, du coup, après, on est rentré dans les tissus qui les composent. Et ça, là, on est rentré un peu dans le détail, c'est-à-dire qu'on a balayé les bourgs ramifiés, les bourgs médiévaux, et on a continué comme ça jusqu'à la maison isolée, le hameau pavillonnaire, le corps de ferme isolé. On a décortiqué tout cet ensemble-là pour en comprendre, on va dire, l'origine, l'essence, l'intérêt, et s'il fallait les préserver, les faire muter, mais sous quel niveau, ou sinon s'il fallait arrêter certaines formes. Et dans une autre échelle encore plus fine, on est rentré dans l'architecture du bâti pour essayer en fait d'en comprendre les caractéristiques et du coup dans leur évolution liée à l'évolution des tissus, savoir un peu ce qu'il fallait préserver, pas préserver, ce qui fait identité, de manière à ne pas effacer, voire sinon à faire évoluer quand c'est des tissus, des formes qui sont un peu obsolètes. Voilà, donc ça représente la plus grosse partie, je dirais, du guide. Et puis à la fin, toujours dans cet objectif de ramener à l'échelle du grand territoire et de se ramener à un projet global et un projet, on va dire, pour tous, c'est de redézoomer et de repartir à l'échelle de l'unité paysagère, puis à l'échelle du village, de redonner des objectifs et des choix de projet qui permettent comme ça de donner des orientations. Et ça, c'est important. Et à un moment donné, les élus et les services instructeurs, ils aient ça en tête pour toujours pareil, savoir si le projet qu'ils ont dans leur commune, il rentre dans les clous de ce qu'ils veulent voir, et si après le projet d'un particulier, d'un opérateur, participe à ce projet-là ou pas. Est-ce qu'il valorise le projet de la commune ou est-ce qu'il le dévalorise? Et ça, c'est à ce moment-là que les agents, on va dire ça comme ça, et que les élus peuvent aussi dire oui c'est bon, on y va, ou non c'est pas bon, il faut changer. Troisième outil, donc là on est plus dans la partie agir, les deux premiers c'était plutôt dans la compréhension, là on est plus dans l'agir. On a décliné en fait des recommandations sous forme d'une palette de bonnes pratiques, on a fait ça comme ça, pour engager en fait des réflexes, des bonnes habitudes, on va dire ça comme ça, sous forme de recommandations donc architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, qu'on décline selon une triple entrée. La première c'est est-ce que je suis un particulier ou est-ce que je suis un opérateur, parce que du coup l'échelle n'est pas la même et les questions ne sont pas les mêmes. Et l'approche n'est pas tout à fait la même non plus en termes d'exigence ou de qualité souhaitée et demandée. Et puis parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques de projet, on va dire. La deuxième entrée, c'est le type de projet qu'on fait, est-ce que c'est une rénovation, une extension, une construction. Et la troisième entrée, c'est dans quel tissu je m'implante. Et volontairement, cette palette-là, elle n'engage pas la question de l'étalement urbain, ce que je disais tout à l'heure, et ni du limitage. C'est-à-dire qu'on reste dans le centre ancien, dans la périphérie du centre ancien, dans la question du hameau éventuellement, dans la question du corps de ferme isolé ou du domaine, on va dire ça comme ça, qui est viticole, qui pareil, qui est isolé dans son fond. Et enfin, un dernier outil qui se veut, on va dire, pédagogique et collaboratif, c'est une grille de lecture de projet. Ça, l'idée, ça vient vraiment un peu à la fin de la chaîne, mais c'est une grille qui permet en fait de passer au crible un projet. Donc là, on est plus dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on a un porteur de projet qui vient et qui rencontre la commune, qui annonce une envie de déposer un projet. Et là, l'idée, c'est qu'il y a un dialogue qui se mette en place. Alors, idéalement, c'est que ce dialogue-là se mette en place le plus tôt possible. Donc, c'est aussi un peu l'objet de cet outil-là. Et l'idée, c'est de se dire, à chaque fois, on va interroger le projet au regard des enjeux, des différents enjeux, des différentes échelles d'enjeux. C'est-à-dire qu'on va partir du grand territoire. Donc, où est-ce que je m'implante? C'est commune 2. Donc, la commune, elle renvoie à une unité de paysage. Dans cette unité de paysage, il y a des objectifs. Est-ce que du coup le projet rentre dans ces objectifs? Oui, non.
Si c'est oui, on continue. Si c'est non, on demande à revoir le projet. Et ainsi de suite. Et on avance comme ça. Donc après, donc là, c'est l'unité de paysage. Après, on va rentrer dans la typologie de village. Et après, on va rentrer dans la parcelle. Et enfin, une fois qu'on a, entre guillemets, validé ces 3 étapes-là, il y a un espèce de bilan en disant, bah voilà, aujourd'hui, votre projet, il se confirme sur telle piste. Par contre, sur d'autres sujets, il faudrait améliorer. Et l'idée, après, c'est de renvoyer des améliorations du projet, dès qu'on peut, sur une référence ou sur un projet dit exemplaire du petit guide bien construit en Beaujolais. Que Bertrand Gérard vous a présenté à la fin. Voilà, c'est de remailler l'ensemble des documents pour avoir cette espèce de vision partagée, globale, et qui n'oublie pas qu'à un donné, même mon petit projet personnel, en fait, il n'est pas tout seul posé dans la nature, en disant je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi, mais il renvoie à une vraie problématique qui est comment on préserve le cadre de vie. C'est ce que j'ai dit. Voilà à peu près. Merci beaucoup, c'est un ensemble en fait, qui se répond, on comprend bien en fait, dans vos propos. Monsieur Charbon, j'aurais une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous avez participé à ces ateliers qu'est-ce que vous en retenez? Comment vous avez vécu en fait, cette démarche, votre regard en fait, de praticien du territoire et d'élu? Je dirais une bonne implication des membres de la commission, qui pour un certain nombre étaient demandeurs. Et maintenant, pour les réélus, ils sont en attente d'utiliser l'outil qu'on va leur présenter le 27 octobre. Donc là aussi, certainement un outil en fait, pour fédérer et pour créer en fait, une culture commune. Oui, tout à fait. En même temps, les communes auront à se prononcer si elles ne veulent pas aller au PLUI dans les 3 mois qui passent à le 31 décembre. Donc, notre période actuelle. Et quoi qu'il en soit, cet outil, d'une manière ou d'une autre, sera utile pour la suite. De quelque manière qu'on avance. Merci pour votre présentation à 2 voix. On va prendre peut-être quelques questions. Monsieur Poléa. Oui, merci. C'est tout à fait clair, tout à fait logique et facile à comprendre. Et notamment, on comprend bien toute l'articulation des échelles, les préoccupations à tous les niveaux, etc. Il y a un niveau que je ne vois pas et qui m'interroge par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, qui est celle de la transition. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec l'agriculture, à travers la question des productions et la capacité qu'on avait à nourrir des populations en place. Pour la question de la construction, est-ce qu'il y a une réflexion sur l'écosystème, en quelque sorte, qu'il faudrait réinstaller ou installer pour être en situation de pouvoir offrir des possibilités de construction avec les matériaux pris sur place. Il y a 33% de forêt dans le Beaujolais, il y a des belles pierres dorées, il y a du bois de Douglas, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on est dans une situation d'être arrivé à rétablir un minimum de circuits courts, on va dire, autour de l'habitat? Alors, pas spécifiquement. C'est sûr, on n'est pas allé sur cette thématique-là, on est plutôt allé sur l'approche de la qualité des tissus existants, on va dire un peu historique, et du coup de leur qualité et de leur capacité à recevoir les nouveaux habitants sans forcément chercher à s'étaler. Pour ça, on a plutôt concentré l'accent sur l'angle. On a des enveloppes urbaines, qui ont des capacités, qui ont des richesses, et comment on arrive à les travailler pour pouvoir, entre guillemets, accepter cet accroissement de population. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la question de... Alors bien sûr qu'on aborde la matérialité, ça on la questionne, on l'interroge. Donc on l'aborde, mais on ne donne pas forcément de clés, si ce n'est des clés de lecture d'où on vient, du sol, de pourquoi les couleurs sont historiquement de tel ordre. Et ça on l'a exploré éventuellement par 2 grands secteurs. Il y a la partie dans le carré Beaujolais, il y a la partie plaine. On est plutôt sur une pierre blanche, et on a plutôt après la partie on a des pierres dorées. Donc, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément engagé dans la réflexion sur les circuits courts, au niveau de la construction avec les pierres bois, avec les éléments qui pourraient s'ajouter. L'idée c'est qu'après cette charte, en fait, elle ne soit pas enfermée dans un carton, mais bien qu'elle vive. Et l'idée même, c'est dans un monde un peu idéal, c'est qu'on arrive à en faire un outil numérique et qu'on arrive à nourrir progressivement, et qu'on arrive comme ça à lier toutes ces échelles-là, et
et qu'on ait comme ça ces niveaux de détail, ce niveau d'aide qui viennent nourrir cette échelle. Pour nous, là en fait on fait une version, je dirais, bêta. On a envie que peut-être dans 1 an ou 2 ans, on nous rappelle en disant ah bah il y a tel sujet qu'il faut compléter. Et du coup on complétera cet élément-là. L'idée c'est que c'est vraiment vivant et que c'est pas un élément qui meurt au bout de 5 ans. La question de la forme est fondamentale. Au-delà de la forme, pardon, du fond. J'allais poser en fait la question à M. Chardon. Est-ce que voilà, il y a une volonté peut-être en fait est-ce que pour vous en fait le développement peut-être d'économie des circuits courts en fait, ou de filières locales, est-ce que voilà c'est un sujet en fait qui peut être dans la continuité en fait de ce travail que vous avez déjà amorcé? Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que c'est un souci? Il y a d'autres sujets qui viennent, je dirais, en parallèle de cette action, c'est le PCAET. Donc on a un certain nombre d'actions. Air, énergie territoriale. Voilà, un certain nombre d'actions en cours ou qui démarrent. Donc je pense que c'est le genre de choses qui pourraient être traitées à ce niveau-là aussi. Contrat de transition et de relance écologique, oui. Finalement. Voilà. Le CPE est en cours aussi. Très bien, d'autres... Merci beaucoup. Une autre intervention. Une dernière remarque, je trouve ça très intéressant votre outil, etc. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à confronter par rapport au PLU des différentes communes qui sont confrontées à ça, parce que dans les exemples que vous mettez, nous, sur la commune, on travaille sur la séquence aussi, et parce qu'on a des fermes en pisé, historiques, etc., qui étaient en limite de propriété, qui dégageaient une cour devant, et une succession de fermes qui crée une séquence vraiment intéressante entre du bâti, de l'espace libre. Et aujourd'hui, malheureusement, les PLU on prend les 60 dernières années, pour exemple, avec des reculs par rapport aux limites de 4 mètres, etc., et qui ne permet plus cette architecture qui est intéressante, en fait, au niveau de séquence, vraiment. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les élus, à valoriser une révision de PLU pour justement dire, attention, dans certains quartiers, c'est protéger des types d'habitat et des types de morphologie d'habitat. Parce qu'aujourd'hui, on prend tous ces reculs de 4 mètres pour dire, on met de la distance avec les voisins, etc. Or aujourd'hui, on a des fois des murs de 3 à 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres de haut, de fermes, d'anciennes fermes, qui créent qu'au final, on a un petit cocon, un chez-soi, qui est assez intéressant. Et aujourd'hui, malheureusement, nous, on est confrontés à la destruction de fermes en pisé, de tout ce qui est en pisé. Alors c'est plus le CAUE de l'Ain avec qui on travaille beaucoup. Mais aujourd'hui, on prend comme exemple des matériaux biosourcés qu'on met au centre de Confluence. Je passe un coucou à Clément Vergély qui fait le projet en pisé à la Confluence, qui fait bien parler du pisé et très bien, qui est moteur, je pense, pour dire attention, on a quand même un patrimoine autour. Vous êtes confrontés aux pierres dorées, nous c'est le pisé, et je pense que c'est l'identité et l'âme des différents villages et des différentes communes. Enfin, moi, c'est ce qui m'a motivé aussi à être élu et au final d'être adjoint à l'urbanisme, parce qu'il faut arrêter le massacre de faire le tabula rasa, comme on disait, sur des trucs, alors que c'est vraiment l'identité et le patrimoine des villages, quoi. Enfin, en pierrure, on a parlé de pierre dorée parce que c'est plus noble. Et c'est vrai que sur notre territoire, on a beaucoup de pisé aussi. Et notamment sur la partie la plus au nord, nord-ouest de la communauté de communes. Pour compléter, alors c'est vrai qu'on a fait une rapide présentation. Après, l'idée, c'est que l'analyse des tissus, l'analyse des choix d'orientation de projet ou de préconisation, c'est aussi pour réinterroger en fait, les règles du PLU. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, l'idée, c'est que on valorise en fait des implantations, on valorise on va dire des sujets un peu historiques qui font corps et qui font identité et qui sont intéressants, et du coup comment faire après muter ces règles-là. Donc typiquement l'idée c'est de faire muter la règle de l'article 6 sur l'implantation par rapport à la voie, de la mitoyenneté, il y a la question aussi du gabarit, parce que la problématique de la maison individuelle c'est quand même des petits sucres dans le paysage, alors qu'on est quand même plutôt confronté à des corps de ferme, donc c'est des éléments qui sont massifs, qui font 30 mètres de long par section. Enfin, c'est des éléments avec effectivement des murs hauts, et ça on l'a décortiqué, on l'a analysé, ça fait partie du travail de l'analyse des fameux tissus en fait, qu'on a fait, pour justement montrer que ces éléments-là, ça a une importance, une valeur intéressante de mode d'habiter en fait.
et on a fait ressortir leur qualité. On fait aussi forcément ressortir un peu les défauts, c'est-à-dire des fois la problématique du confort thermique, des choses comme ça, donc ça pose la question de cette évolution-là. Mais l'idée, c'est bien, entre guillemets, de s'inspirer de choses qui sont intéressantes et qui peuvent se retrouver demain dans la construction neuve, et du coup, à terme, faire évoluer le PLU. Alors, il y a des éléments qui sont plus les cartos sur à l'échelle des unités de paysage, c'est plus pour le SCOT, en termes de coupure verte, des choses comme ça, on va trouver ces éléments-là. Mais au niveau du PLU, c'est vraiment la palette des bonnes pratiques qui, pour nous, doit influencer le regard des élus et des techniciens pour dire, ok, ça marche pas, ça nous écrase de tout le paysage, ça banalise, ça encourage à aller vers ça et on ne veut pas aller vers ça, donc comment on modifie? Est-ce qu'on annule les retraits systématiquement? Est-ce qu'on force la mitoyenneté pour retrouver des entités qui font du corps? Alors voilà, ça c'est presque un travail après dans la pratique qui doit faire ressortir au niveau du débat. Hein. C'est pour ça que la grille de lecture aussi, elle doit générer un peu ce travail-là, c'est de générer du débat et du partage de projets pour pouvoir du coup avancer et améliorer la règle à construire en fait. Débat, partage, j'entendais en fait dans vos propos aussi la question en fait de l'association, association en fait des élus, association en fait des habitants. Ça rejoint en fait ce que on a dit en fait dans la matinée également autour de la question en fait de l'expertise en fait sensible. C'est un sujet. Oui, une intervention. Si vous voulez bien vous présenter. Merci, bonjour, moi je suis Rémi Chabert de l'association Anthropologia. Et il y a une thématique, je voudrais savoir comment est-ce que vous en êtes emparé, ou si vous projetez de le faire, c'est du côté du végétal, parce qu'on l'a évoqué, le végétal c'est une composante essentielle du paysage. Mais il y a un enjeu de qualité sur le paysage pour participer, freiner le déclin de la biodiversité, et même contribuer à la reconquête de la biodiversité dans nos paysages, dans nos lieux de vie, dans nos lieux de culture, dans nos lieux de travail. Intégrer du végétal, mais du végétal local, qui est un patrimoine naturel aussi à valoriser, avec des enjeux de perception pour le public. Donc là, moi j'ai beaucoup apprécié dans l'intervention du début le lien entre le cadre de vie et le mode de vie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'acceptation de tout ce qui est sauvage, qui peut paraître comme nuisible, mauvaise herbe, que ce soit du côté végétal ou animal. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à vous emparer, vous projeter sur inclure, inciter à développer ce végétal, ce patrimoine végétal local, qui est essentiel, indispensable pour le reste de la biodiversité? Alors déjà en le protégeant, et c'était l'objet en fait de la carte des valeurs paysagères. Ça c'est la première chose, c'est identifier ce qui fait on va dire, force dans la perception du végétal et dans ce qu'il peut amener en termes de corridor écologique, de trame bleue, trame verte. Ça c'était vraiment l'objet de ce témoin. Après, à l'échelle, je dirais plutôt de la construction, si on se ramène un peu à l'objet qui va derrière. Alors on a eu un vocabulaire très tourné bâtiment, mais l'idée c'est qu'à un moment donné, on approche aussi la question du clos, du jardin, de la transition aussi avec les espaces naturels ou agricoles, la question de la frange aussi, même liée au bout de lotissement, on va dire ça comme ça, donc les fins de lotissement qui regardent l'espace agricole, qui regardent l'espace naturel, bah voilà, c'est quelle épaisseur il faut introduire. Alors, on reste sur de l'opérationnel, entre guillemets, sur lequel on peut agir facilement. Il y a des éléments qui sont... Et là, du coup, on est plus orienté sur du porteur de projet. Après, il y a des réponses qui sont aussi plutôt destinées aux élus dans leur plan de projet, on va dire ça comme ça. La question de la frange, on va dire quel espace on donne entre l'espace naturel et la haie de clôture d'une maison individuelle. Est-ce que c'est porté par un espace, on va dire, public de vergers partagés, de promenades et autres? Ça, pour le coup, effectivement, on l'engage dans la réflexion des enjeux paysagers et urbains à l'échelle d'unité de paysage, mais on ne l'a pas forcément décliné en mode plus opérationnel. Nous, on a plutôt décliné l'approche du... Voilà, qu'est-ce qui fait valeur aussi dans les tissus? Il y a les clos, il y a les parcs, les grosses propriétés. Il y a éventuellement certains espaces publics aussi qui sont qualitatifs. Donc comment on valorise ces éléments-là, comment on peut les conforter, comment on peut les redessiner aussi à un moment donné. Et donc ça fait partie de l'objet de la palette, où on a une thématique autour du végétal, du jardin, de la clôture, de la transition, mais à l'échelle du privé.
moins, on va dire, à l'échelle publique, puisque ramener aux enjeux du territoire des métiers. Oui, je reviens sur le PCAET, et c'est vrai qu'on a des actions en cours au niveau de ce PCAET pour la plantation de haies. Après, au niveau de certains PLU qui ont été révisés récemment, il y a les contours des OAP sont des fois plantés de haies. Après, le problème, c'est au niveau de l'aménageur, c'est le coût de l'entretien qu'il doit prévoir, c'est le coût de la plantation bien sûr aussi, mais l'entretien revient tous les ans et c'est un frein. Et c'est encore un peu dommage, mais c'est des choses sur lesquelles on peut évoluer aussi. Ça pourrait se couper avec un plan arbre, par exemple, pour les communes. Enfin, ça pourrait être... Alors, Samuel... Juste une petite réaction. Je compléterai juste sur le fait que dans la charte, dans l'outil, on s'est basé déjà sur une palette de plantes, une palette végétale locale issue du PCAET, qui était elle-même issue du document bien planté dans le département du Rhône, donc a été construit avec la Fédération de chasse, la FRAPNA à l'époque, enfin, le FNE maintenant, et le département, du coup, voilà, c'est inscrit dans ce document-là. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai travail, on va dire, à faire plus largement que ces questions de palette, en fait, qui sont un peu réductrices, parce que voilà, avoir une liste de végétaux, on ne sait jamais bien lesquels prendre, la liste est longue et on ne sait jamais tellement pourquoi, prendre comment. À mon avis, et on est en discussion avec le département du Rhône et avec vous aussi, hein, on en a déjà discuté avec Hugues Mouret, mais sur voilà, comment on réinvestit cette question en fait, du végétal, qui est un enjeu majeur, tant en zone urbaine, questionné voilà, sur des sujets très urbains, dans les cours d'école, autres, au sein de la métropole du département. Donc voilà, à mon avis, il y a un vrai sujet de collaboration à avoir pour renforcer cet axe-là qui est très important. Merci beaucoup pour ces compléments. Alors la place du végétal, on a parlé en fait PCAET, on voit bien en fait beaucoup en fait d'interactions. Moi j'aurais envie de revenir vers vous, Bertrand Folléa, pour nous parler peut-être un petit peu paysage après pétrole, parce que ça interpelle en fait sur cela. Voilà, est-ce que en fait ces outils, en fait, en quoi ces outils sont des leviers et puis ce que ça suscite en fait en réaction. Oui, alors en fait ce que je pourrais peut-être évoquer, parce que vous venez d'évoquer les PCAET, donc les plans climat, air, énergie territoriaux, c'est important. Le problème qu'on a avec ça, c'est que c'est un maniement de chiffres, de données. Les données, les chiffres en matière d'énergie, c'est très compliqué. Les gens confondent les mégawatts allègrement avec les gigawatts et les terawatts. Et puis il y a bien d'autres unités de mesure en plus autour de tout ça, entre les watts et les wattheures, etc. Donc du coup, les gens sont perdus avec ça. Donc on est sur des risques de production de documents un peu techno, qui vont être très compliqués à mettre en réalité, dans la réalité de la vie des gens. Donc, puisque vous tendez la perche ou le micro en tout cas pour la question paysage de l'après-pétrole, effectivement, on a eu le souci, en lien avec la chef Paysage Énergie dont je m'occupe, de construire en fait des éléments d'interface, si vous voulez, entre les approches trop exclusivement ingénierie énergétique, si vous voulez, et puis la réalité de la vie des gens. Et parmi ces outils, il y en a un qui est en développement, que j'ai testé justement la semaine dernière, c'était une opération cobaye, mais avec des élus, des techniciens, etc., qui est un jeu, et qui est un jeu qui est fondé sur celui des territoires énergie positive, animé par Leclerc, CLER, qui est un organisme qui est un réseau donc certaines communes, peut-être que certains élus sont membres du réseau TEPOS ici, Territoire énergie positive, donc il y a un jeu qui s'appelle... Enfin en tout cas, la prolongation côté paysage s'appelle étape. Et en fait, le jeu consiste à transformer les chiffres, si vous voulez, qui sont affichés au niveau... Voilà. On a des chiffres affichés au niveau national, la stratégie nationale bas carbone. On a des chiffres affichés au niveau de la région, du SRADET notamment.
Et on s'aperçoit qu'en fait, ces chiffres sont extrêmement ambitieux. Et en fait, le jeu consiste à prendre conscience de cette ambition. C'est-à-dire qu'on transforme d'une certaine manière un certain nombre de chiffres en termes d'objectifs d'économie d'énergie et d'autre part de production d'énergie renouvelable dans certaines catégories. Par exemple, on va dire production d'énergie renouvelable. Vous avez des pions avec une carte. Mettons qu'on mette la carte, la belle carte qu'on a vue tout à l'heure. Vous aurez des pions qui sont au bord de cette carte et on vous dira, voilà, un pion, c'est couvrir 6000 places de voitures de panneaux photovoltaïques. Un pion ici, c'est créer 27 chaudières à bois et de réseaux de chaleur pour vos communes. Un pion, c'est 4 éoliennes. Et puis, comme ça, avec tous les... Voilà. Et puis, par rapport à la réalité de votre territoire, que vous avez sous les yeux, vous commencez à être obligé de spatialiser un peu les choses. Alors c'est grossier, c'est encore des pions par rapport à des unités de mesure, mais c'est un début surtout de prise de conscience de l'enjeu qui nous concerne en matière de transition énergétique. Et c'est énorme. Et je veux dire, on comprend très bien que nos paysages, il n'y a pas que les énergies qui sont renouvelables. Nos paysages doivent être renouvelables et doivent être renouvelés. Parce qu'en réalité, ils vont être très transformés par ces objectifs très ambitieux si on s'en donne les moyens. Merci beaucoup, et je retiens en fait, derrière votre intervention en fait, cette idée que voilà, c'est attention en fait, aux chiffres, aux objectifs, mais avant tout en fait, certainement en fait, le projet et la réalité en fait, des choses.